Bonjour. Nous allons parler des sources d'inspiration d'André Gide quand il écrit son roman Les Faux Monnayeurs. Plusieurs sources d'inspiration seront évoquées, les influences extérieures, mais aussi l'auteur lui-même. Dans cette capsule, nous allons évoquer simplement la première partie, c'est-à-dire les sources extérieures à André Gide. Alors André Gide dit lui-même « J'attends trop de l'inspiration, elle doit être le résultat de la recherche, ce n'est qu'après qu'on l'a longuement étudié, un problème, qu'on peut véritablement écrire. » Donc finalement, il nous dit que les sources d'inspiration sont aussi multiples et retirées que celles du Nil. Allons voir de plus près ce que sont ces sources d'inspiration. Ces sources extérieures, d'abord, ce sont des faits divers. En effet, Pierre Chartier, qui est un critique, écrit que le fait divers, selon Gide, ne doit pas tant amuser, instruire que sidérer. Il doit entr'ouvrir des abîmes. Quels abîmes Gide ouvre-t-il ? Il évoque en effet un premier fait divers dans son roman Les Faux Monnayeurs. Ce premier fait divers, c'est le naufrage de la Bourgogne, qui est raconté dans le roman par Lady Griffiths. Ce naufrage a vraiment eu lieu au large de New York en 1898 et il fit plus de 500 victimes. Deuxième fait divers, l'affaire véritablement des faux monnayeurs. Dans le journal des faux monnayeurs, Gide écrit « J'ai ressorti ce matin les quelques découpures ayant trait à l'affaire des faux monnayeurs. Je regrette de n'en avoir pas conservé davantage. » En effet, il va consulter une trentaine d'articles de journaux, pris dans des journaux très célèbres que vous voyez ici, et il va s'en inspirer. D'abord la première affaire qui est éditée du 15 au 30 septembre 1906, qui relate donc dans plusieurs articles un trafic de fausses monnaies opéré par des jeunes gens de la bonne société, étudiants, fils de magistrats, et dont Gide va parler dans le journal des Faux Monnayeurs. Il va même relater un article du Figaro du 16 septembre. La deuxième affaire, elle a lieu en août de 1907. C'est une autre affaire de fausse monnaie, mais là du coup qui concerne des lithographes et des imprimeurs anarchistes. Donc Gide rassemble ces articles, il se documente, comme le ferait finalement un auteur comme Zola ou Balzac, à la manière d'un auteur réaliste, sauf que Gide, lui, ne cherche pas à décrire ces affaires-là de manière réaliste. Finalement, elles ne sont qu'un arrière-plan dans son roman. Autre affaire, autre fait divers, le suicide d'un lycéen qui a eu lieu le 5 juin 1909, qui est paru dans le journal de Rouen dans un article et qui va inspirer la mort de Boris dans le roman. Rappelez-vous ce suicide en pleine classe devant ses camarades. Alors évidemment, ce suicide se fait donc devant Léon, Philippe, Georges, donc dans cette pension Védel. Donc vous avez ici le résumé du passage concerné. Pour Gide, c'est un enjeu majeur du roman, cette étape du suicide. Donc le roman, il dit « Celui-ci s'achèvera brusquement, non point par l'épuisement du sujet, qui doit donner l'impression de l'inépuisable, mais au contraire par son élargissement. » Alors cet épisode, il est majeur, pourquoi ? Parce qu'il montre la différence, le clivage entre Gide et son personnage Édouard. Édouard refuse d'utiliser le suicide, ou ce suicide dans son roman. Il écrit « J'ai déjà trop de mal à le comprendre, et puis je n'aime pas les faits divers ». Alors que Gide, lui, va évidemment utiliser ce suicide. Donc, un exemple pour montrer que Édouard n'est pas André Gide, même s'ils ont des points communs. Donc, en 1919, Gide rassemble les trois affaires. Il s'agit de rattacher cela à l'affaire des faux monnayeurs anarchistes du 7 et 8 août 1907 et à la sinistre histoire des suicides d'écoliers de Clermont-Ferrand. Fondre cela dans une seule et même intrigue. Les sources extérieures, c'est aussi ce personnage, c'est-à-dire Roger Martin Dugard, qui va avoir une très grande influence sur André Gide. Dans cet extrait du journal des Faux Monnayeurs, Gide écrit « C'est pourquoi je lui dédiais le volume ». Il explique qu'il fut le seul, Roger Martin Dugard, qu'il consulta et dont il appela les conseils. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la relation qu'ils ont tous les deux? Eh bien, Roger Martin Dugard est plus jeune que Gide. Il a été extrêmement bouleversé par la lecture des Nourritures terrestres. Il a une grande admiration pour ce roman en particulier. Et il va être ami avec André Gide pendant plus de 35 ans. Roger Martin Dugard, c'est un auteur qui a écrit Jean Barrois, qui n'est pas forcément très connu, mais par contre qui a écrit une grande fresque, Les Thibauts, qui va l'occuper pendant 20 ans. Donc c'est un récit assez long
qui raconte une épopée, l'épopée de la famille Thibault. Vous avez ici la dédicace d'André Gide, la dédicace à Roger Martin du Gard. Ces deux auteurs-là, ils sont différents, ils ont des points de vue très différents et en même temps ça les motive. Ils vont échanger sur plusieurs sujets. Alors, Martin du Gard va considérer que dans un roman, la composition doit être réaliste et objective. Elle doit suivre une succession chronologique et l'objectif du roman, ça va être de proposer une histoire qui reflète la société d'une époque. Au contraire, André Gide, lui, il pense que le roman doit être complètement anachronique. Le fil du récit doit être complètement interrompu et il privilégie très clairement les changements de perspective. Il cherche la subjectivité au cœur de son projet. Donc ils ont tous les deux des points de vue très différents, mais ça n'est pas la seule différence. Roger Martin du Gard va même mettre en garde André Gide contre la subjectivité. Il craint que l'auteur se confonde avec le personnage d'Édouard. Et Gide, lui, se défend, ou plutôt se justifie. Je crois que ce journal d'Édouard, vous l'imaginez beaucoup plus subjectif, moins roman qu'il n'est. Ces pages intimes, je ne peux les écrire en mon nom propre. Et un peu plus loin, ce léger biais qui fait que c'est Édouard qui l'a pensé, non moi. Donc Gide, lui, justifie et s'explique, explique à Roger Martin du Gard que il ne peut pas se confondre avec Édouard. Ce sont deux êtres vraiment très distincts. Donc ils discutent, ils ne sont pas toujours d'accord, mais Roger Martin du Gard intervient vraiment dans la création de l'œuvre grâce à ce dialogue justement. Deuxième élément, élément suivant plutôt, les lectures d'André Gide qui vont avoir une influence déterminante. Il lit beaucoup, des œuvres très diverses, parfois contradictoires. Dans les Faux-monnayeurs, mais aussi dans le journal des Faux-monnayeurs, il évoque une trentaine de références. Et évidemment, il va s'inspirer de ces lectures au niveau des thèmes de l'œuvre, mais aussi de la technique romanesque. Ces références, elles apparaissent d'abord dans les épigraphes. Vous en avez ici une pour la partie 1, le début du chapitre 8. Et elles apparaissent également, les références, à travers les citations proposées par les personnages. Par exemple, Bernard s'appuie sur la littérature quand il dit « Et puis cette curiosité, cette fatale curiosité, comme dit Fénelon ». Un peu plus loin, il fait référence à Hamlet et encore plus loin à Bossuet. Donc la culture de Gide va être transmise à travers même les paroles de ces personnages. Les principaux auteurs qui influencent Gide, qui sont-ils? D'abord, Robert Browning, qui est un écrivain britannique, qui va utiliser le procédé du monologue dramatique. Gide va l'utiliser également dans son roman. Dostoïevski et William Blake, qui évoquent à plusieurs reprises le démon dans leur roman, dans leur récit. Gide va même dire il n'y a pas d'œuvre d'art sans collaboration du démon. Donc il semblerait que cette idée du démon, il l'ait prise dans les romans de ces deux auteurs-là. Et surtout, bien sûr, il a une dette à l'égard des classiques. Il admire les auteurs classiques, Molière, Racine, Madame de La Fayette, La Rochefoucauld, Fénelon, Pascal. On va même voir que dans le roman, Édouard se pose en héritier de la pureté des œuvres classiques. Il fait des références à Corneille et à Racine à plusieurs reprises. Autre auteur important, Richardson et Fielding, deux romanciers du XVIIIe siècle anglais. Ces auteurs-là, ils montrent l'intérêt de se démarquer du réalisme et Gide est tout à fait en accord avec eux, contrairement à ce que pourrait dire Dickens, Tolstoï ou Martin Roger du Gard qu'on retrouve ici. Autre auteur également, Stendhal, très important puisque Stendhal, dans ses récits, dans ses romans, parle de la cristallisation, c'est-à-dire le moment où le processus amoureux se crée. Et Gide va lui inventer le processus inverse, c'est-à-dire il parle de décristallisation. Quand le temps, l'âge, dérobe à l'amour un à un tous ses points d'appui et le force à se réfugier dans je ne sais quelle adoration mystique. Il va dans l'œuvre nous montrer plusieurs exemples de décristallisation parce que finalement, aucun couple ne résiste à l'usure du temps. Gide va en profiter pour dévaloriser la scène littéraire de son temps ou la scène artistique de son temps et affirmer ses propres goûts. Par exemple, il va régler ses comptes avec l'avant-garde des années 20. Au départ de sa carrière, il défend les surréalistes, puis peu à peu, il va s'en écarter. Il va par exemple faire une allusion au cadeau de Man Ray, et également à deux œuvres de Marcel Duchamp, La Joconde affublée d'une moustache et La Fontaine, que l'artiste envoie en Amérique en 1919. Et ces œuvres-là, il les évoque et il s'en moque un peu. Par exemple, quand Armand évoque dans le roman, quand il évoque l'urinoir en parlant de vase nocturne.
Pour récapituler, on peut dire que les sources extérieures dont Gide s'inspire pour créer les faux-monnayeurs, ce sont d'abord les faits divers, l'influence, le dialogue constant avec Roger Martin Dugard et les lectures, et en particulier les lectures de certains auteurs. Dans une seconde partie à venir, on évoquera les sources autobiographiques du roman. On verra qu'il s'est aussi inspiré de sa propre vie. Donc ces sources sont vraiment multiples pour la création des faux-monnayeurs.